Bon, salut à tous. Bonjour. Ça va, Jess? Tu vas bien? Impeccable, ma couille, tranquillo. Bon, on s'est lancé tous les deux, les gars, sur une nouvelle émission, Cigar Gang, hein, et on va vous expliquer le concept. Donc, je te laisse la parole, Jess. Vas-y, let's go. Bah écoute, c'est très simple. On est tous les deux déjà d'une adeptes d'arts martiaux. On se connaît depuis un petit bout de temps. Je pense que ça fait aussi un sacré bout de temps que tout le monde nous demande qu'il faudrait qu'on fasse un podcast ensemble. Donc on a C'est vrai. décidé de le faire. Et puis une chose que nos followers, entre parenthèses, savent, c'est qu'on est aussi adeptes de cigares. Donc on a décidé d'appeler ce podcast Cigar Gang. Voilà, c'était un petit hashtag qu'on mettait à chaque fois qu'on fumait le cigare sur les stories et tout. Et au final, on a décidé d'appeler l'émission comme ça. Et bah, ça va traiter essentiellement du MMA, de notre vision du MMA, notre parcours, etc. Un petit peu des fois aussi ton parcours qui a changé, Jess, parce que tu es maintenant, tu fais beaucoup de choses dans les films. Tu peux nous expliquer? Oui, alors, comme tu l'as dit, je pense que la différence entre nous et peut-être d'autres podcasts qu'il y a, c'est qu'on ne parlera pas nécessairement de tous les éléments. Je pense on rebondira sur certaines situations pour pouvoir parler du sport en tant que tel pour les gens qui veulent en savoir plus sur l'envers du décor. Ça peut peut-être nous arriver de parler d'événements ou de combats très spécifiques si on a envie on parler de technique plus que d'autres choses. Pour moi, oui, en effet. Alors, à côté de ça, je suis acteur et cascadeur. Alors, il m'arrive parfois de travailler sur des films plus ou moins grands, que ce soit des films français, mais des grosses productions comme Batman, Fast and Furious et d'autres. Donc, j'ai aussi une actualité cinématographique. Et je pensais aussi que de temps en temps, lorsqu'on serait dans ce podcast, je pourrais parler aussi de certains films sur lesquels j'ai travaillé qui sortent et aussi vous parler de l'enfer du décor, de la préparation, peut-être des dramas derrière et tout ce qui s'ensuit. Ouais, des anecdotes ou sinon comment ça se passe, ou même tes projets futurs. Ça, c'est intéressant aussi de savoir. Comme ça donnera aussi l'occasion aux gens de voir un peu ton parcours et de voir aussi ce que tu projettes de faire et ce que, pareil, je projette de faire. Et puis, bah, et ça, c'est une bonne chose, je pense. Du coup, bah, Jess, nous, on va attaquer la première partie. La première partie, c'est notre parcours, la présentation. Savoir un petit peu qui on est, les gens qui nous connaissent pas, ceux qui nous connaissent, ou pour même faire découvrir un petit peu cette émission. Je te laisse l'honneur, Jess, let's go. Tu peux nous parler un peu de ton parcours? Moi, je suis français à la base, même si ça fait maintenant 25 ans que je vis à Londres. J'ai vécu aussi aux États-Unis, au Japon, à Hong Kong, mais maintenant je suis à Londres depuis 25 ans. Mhm. J'ai commencé les arts martiaux à l'âge de 8 ans. J'ai fait du judo, du karaté, ensuite je suis mis à la boxe thaï. J'ai commencé la compétition à 16 ans. Donc j'ai évolué en kickboxing, en muay thai, en full contact. Ensuite, j'ai fait un combat aux États-Unis en kickboxing où j'ai découvert le MMA. Donc je me suis dit, j'aimerais faire ça à un moment ou à un autre, mais c'était encore à tous ses débuts. Entre-temps, j'ai fait des compétitions en shootboxing au Japon, Ouais, ça, en lutte en Iran. en J'ai Iran. fait aussi j'ai fait des compétitions de sambo. Et puis, lorsque le MMA est arrivé en Europe, fin des années 90, j'ai commencé à évoluer en tant qu'amateur, ensuite en tant que professionnel. Et j'ai combattu au tout début dans les petits événements, ensuite au Cage Rage. Le Cage Rage est devenu un petit peu plus grand. Et ensuite, j'ai combattu à l'UFC. Et donc, je fais partie des premiers Français, moi et Tchèque, à avoir combattu et à avoir gagné à l'UFC. Ouais, on s'en rappelle, hein, on s'en rappelle, c'était même des beaux combats que tu as fait, hein. Je crois que c'était un des premiers UFC à Londres, c'est ça, si je me trompe pas. Non, il y avait déjà eu un UFC à Londres, c'était l'UFC 38. Et moi, j'ai combattu à l'UFC 70 pour la première fois. Mais Contre c'était le le... premier dans le O2 Arena. Le O2 Arena, c'est un Ouais, très, c'est un très gros grand truc, ouais. endroit. 20 000 personnes, c'était un gros truc. À l'époque, je combattais contre Denis Seaver, qui Denis était classé, Silva. qui était numéro un européen, qui avait déjà battu des gars assez sévères. Donc, tout le monde pensait que j'allais me faire casser la gueule. Et je l'ai plié en Ouais, ouais. 90 secondes. Le combat, Ouais. il est disponible pour ceux qui veulent. Peut-être on le mettra en description s'il y est toujours sur UFC Pass ou s'il est sur YouTube. Mais en tout cas, je me rappelle, c'était un beau combat avec une belle soumission. Et ça s'est fini au premier round, c'est ça? C'est ça. Et bon, Voilà. en même temps, pour ceux qui veulent en voir un peu plus sur moi, mes combats, si vous allez sur mon Instagram, mon nouveau Instagram, parce que mon ancien s'est fait cramer, donc c'est facile à trouver parce que j'ai pas très peu de posts sur celui-là. Donc sur mon Instagram, Jess Leonin 2, si vous allez tout en bas, le premier post, c'est une vidéo justement qui explique mes combats à l'UFC, etc. Donc ça vous aura donné un petit peu une idée. Mais maintenant, c'est à ton tour, Yacine, parce que nous, on se connaît depuis un petit bout de temps, mais bon, les gens Ouais. qui le regardent en ce moment ne se connaissent pas
particulièrement. Donc, dis-nous d'où tu viens et ce que tu fais. Alors, moi, Jess, j'ai commencé les sports de combat à l'âge de 17 ans. J'ai poussé la porte du Candice chez Denis. Du coup, j'ai commencé directement par ce qu'on appelait à l'époque le Pancras Free Fight. Tu te rappelles un petit peu cette époque-là qu'il y avait. Je suis tombé assez vite accro à ça. En réalité, mon premier entraînement, et encore aujourd'hui, je suis dedans. Moi, j'ai pas fait une grosse carrière. J'ai fait 7 combats pro en MMA, 5-2. Ensuite, j'ai fait beaucoup de combats amateurs. À l'époque, on en avait beaucoup. C'était des interclubs avec Kajin, Snake Team, Hatch Academy, etc. Donc, on se connaissait. J'ai eu un parcours en lutte. J'étais lutteur, donc j'ai fait Détroit, beaucoup de compétitions avec l'US Metro. J'ai fait combat en boxe anglaise aussi amateur. À l'époque, on pouvait justement se préparer un petit peu, partir faire des combats en amateur. Et puis, du coup, moi, mon parcours, il est vraiment très atypique parce que j'ai beaucoup bougé à l'étranger. Au Japon, j'ai bougé en Thaïlande une quinzaine de fois. Aux États-Unis, au Canada, je me suis entraîné 1 an au Tristar chez Georges Saint-Pierre et Fieras à l'époque où c'était l'âge d'or de Georges Saint-Pierre. Et donc aujourd'hui, mon métier à plein temps, c'est entraîner. Donc j'accompagne des athlètes, amateurs ou pros. Là, je reviens d'Angleterre avec une petite qui s'appelle Sheima en amateur au Cage Warrior Academy à Colchester. Donc, tu vois, en fait, maintenant, aujourd'hui, je fais que ça. Et puis aussi, j'entraîne cours collectif. Je suis au NR Fight. Je suis passé par... Actuellement, je suis au NR Fight, mais je suis passé par beaucoup de clubs, hein. Je suis passé par l'US Metro en coach assistant lutte. J'étais à la Kerner Team en Muay Thai. J'étais au Candice. J'étais au Kajin. J'ai vraiment un gros parcours au niveau de l'enseignement. Et donc, aujourd'hui, je suis aussi propriétaire de ma marque de vêtements que je lance que j'ai lancé, pardon, et que je continue à développer. Voilà, c'est un peu le parcours que j'ai aujourd'hui. Et toi et moi, on s'est connus au Pancras London à l'époque. Je me souviens, je t'avais envoyé un message pour venir m'entraîner. J'étais parti en week-end à Londres. À l'époque, la salle, elle était vachement, elle avait une âme, elle avait quelque chose. C'était un quartier un peu. C'était derrière un truc, c'était un quartier un peu, on aurait dit un petit peu un quartier où ça se fight, tu vois. Un peu mal famé, vas-y, disons les mots, Ouais, disons les mots. quartier, le hood, comme on dit, tu vois, in America, le hood. Et donc, du coup, moi, ça m'a grave plu. Et je me suis bien entraîné. Puis après, ça a matché. Après, t'es venu en France, tu as fait un passage en France, on s'est entraîné. Tu t'es préparé. Après, moi, j'ai suivi ton parcours Team Quest, etc. On est toujours resté en contact, si tu veux. Moi, j'avais le projet d'aller en Angleterre. Après, ça s'est pas fait. Quand j'étais au Canada, je te contactais. On a toujours discuté. En fait, au fur et à mesure, moi, j'ai grandi parce que j'étais un gamin. Toi, tu as continué à évoluer, tu as fait tes trucs. Et on est sur la même longueur d'onde, on aime ce qui est concret, on aime tout ça. Donc aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait faire ce petit podcast et faire les choses tous les deux, tu vois. Alors, du coup, ouais, au Pancras London, c'était une salle où je me rappelle, il y avait des élèves à toi qui faisaient partie un peu de tes coachs assistants. Et ils préparaient leur combat aussi. Et puis, non, franchement, moi, j'ai bien aimé parce que c'était un mélange un peu de. Je me souviens de l'entraînement, c'était un mélange un peu de ground and pound. Ça attaquait déjà des choses où, tu vois, tu avais déjà été un petit peu en avance. Tu étais déjà en avance. Parce qu'en France, clairement, Ouais. il n'y avait que quelques personnes qui étaient en avance, qui étaient parties au Brésil. À l'époque, c'était vraiment très brésilien ce qui se passait en France, le MMA. C'était pas très américain et tu avais le côté anglo-saxon. Et puis après, là, la suite de ta carrière Team Quest, etc. Chez Joe Stevenson aussi, je me souviens. Ouais. Non, Ouais, non, c'était une époque complètement différente. Moi, mon style était plus basé sur la lutte et la boxe. Après, j'étais aussi, je faisais beaucoup de grappling, mais je partageais vraiment toutes les disciplines. Quand certaines personnes faisaient du MMA en temps un peu de pied-point, un peu de sol, un peu de lutte, etc. Moi, je partageais tout. Je voulais vraiment que mes élèves soient très, très bons lutteurs. D'ailleurs, à l'époque, tu avais des mecs comme Brad Pickett qui venaient s'entraîner chez moi juste pour la lutte. Parce qu'il y avait très peu de personnes qui faisaient de la lutte MMA à l'époque. Mais quand tu es venu, à l'époque, il y avait Nick Opchicha qui s'entraînait avec moi. Nick, il a fait l'Ultimate Fighter par la suite. Il s'est mhm. retrouvé à l'UFC. Il y avait Ashley Grimshaw qui s'entraînait avec moi, Ouais, je me qui aussi rappelle. par la suite a évolué au Bellator. Donc, pas mal de jeunes de cette époque-là qui ont par la suite évolué dans des grandes organisations. Mais surtout, même les gens qui faisaient du loisir, ils avaient la dalle, quoi. Beaucoup venaient des quatre coins de Londres, voire même de l'extérieur de Londres. Certains voyageaient même jusqu'à 1 heure en train pour venir à Londres, pour pouvoir venir s'entraîner avec moi. C'est une époque complètement différente. Aujourd'hui, les gens ne font plus du tout ça. Non. Pour deux raisons. D'une, il y a beaucoup plus de salles. En plus, c'est beaucoup plus vraiment loisir, loisir, où les gens sont plus intéressés de faire de l'argent que d'enseigner la discipline en tant que telle. Mhm. Et puis surtout, voilà, on n'avait pas Instagram, on n'avait pas Netflix, on n'avait pas toutes ces choses-là. Donc les gens, le mercredi ou jeudi soir, ils n'avaient rien d'autre à faire. Ils disaient, pourquoi pas aller prendre des mandarines sur le coin du nez.
Ouais, puis surtout, bah, la culture en Angleterre, elle est différente de la France. C'est-à-dire les sports de combat Ouais. en France, on a une grosse école boxe anglaise, on a une grosse école pied-point, boxe thaï, mais au niveau du MMA, à l'époque, ça a attiré que quelques personnes. Là, maintenant, aujourd'hui, je vois bien qu'il y a un engouement qui est complètement différent avec toute la médiatisation et ça va être le sujet du jour. 2018. Si tu prends que des ligues françaises, à moins qu'on fasse venir des gros combattants, ça va être peut-être difficile de pouvoir aller à l'UFC, tu vois. Par contre, si tu prends des ligues anglaises déjà en place, comme par exemple le Cage Warrior, que tu tapes quelqu'un, tu as ta ceinture, tu la gardes trois fois tu l'as défendu, tu as fait trois fois KO au premier round, ouais, là on va dire que, tu vois, tout de suite on va te regarder parce que maintenant tu as un peu t'as un roster d'UFC en Europe. C'est-à-dire tu as aussi des managers qui sont spécialisés justement sur qui ont l'œil sur l'Europe, sur les pays scandinaves, sur la France, sur les pays comme l'Irlande et l'Angleterre. Surtout l'Irlande et l'Angleterre, parce qu'il y a beaucoup d'Irlandais qui signent au Bellator ou à l'UFC, mais il y a beaucoup aussi d'Anglais aussi qui signent aussi à l'UFC. Et puis il y a déjà, en fait, si tu veux, cette habitude qu'ils ont de regarder dans ces pays-là et dans ces organisations-là. Bon, en plus de ça, et beaucoup de ces organisations, en fait, ont un contrat déjà avec l'UFC Pass. Donc, Ouais, le Cage Warrior, par exemple, tu peux le voir sur l'UFC Pass. Donc, ça veut dire mm, que les fans de l'UFC peuvent te voir. Donc, ça veut dire que les gens qui travaillent pour l'UFC peuvent te voir. Pareil avec le PFC, avec toutes ces organisations-là. Donc, maintenant, il suffit de combattre dans une organisation qui travaille en collaboration bien sûr, avec avec l'UFC. l'UFC. Et très, très vite, tu peux te faire remarquer. Et une autre chose qui est aussi, maintenant, les gens pensaient que si je voulais avoir un bon manager, il fallait que je bosse aux USA, que je rencontre cette personne, Mm. que je m'entraîne avec elle. Maintenant, non. Il y a Ali, par exemple, qui doit avoir plus de 300 combattants en management. Ali Tu as des gars Abdelaziz. il a des combattants aux quatre coins du monde. Il suffit de voir quelques résultats, d'avoir un bon show réel de combat, et tu lui envoies, et très très vite, il va vouloir te représenter. Et comme je l'ai dit, maintenant, il n'a plus besoin d'avoir 10 combats. Si tu es vraiment fort, si tu es vraiment sûr de soi, regarde Cyril Gann, lorsqu'il a signé avec l'UFC, il devait avoir 3 combats. Ouais, et je Et crois qu'il avait aujourd'hui, ça arrive 3-0, hein. beaucoup. Il avait Alors, 3-0, il avait énormément d'expérience dans le dans pied-point, le pied-point en Muay c'est Thai, pas ouais. ce que je dis. Mm. Mais en MMA, voilà, ça peut vite arriver. Et on peut voir maintenant tous les jeunes qui arrivent dans le contender, ils ont très, très, très peu de combats, quoi. Et donc, très, très vite, tu veux le faire signer. Maintenant, il faut être prêt. Se faire signer, j'ai envie de te dire Ouais, maintenant, le plus dur, c'est pas de signer à l'UFC, c'est d'y rester. c'est d'y rester et de gagner. Parce que Mm. quand tu as fini, c'est pas comme une époque où si l'UFC c'était terminé, tu pouvais en sortir, enchaîner des victoires et y retourner. Maintenant, généralement, quand l'UFC c'est terminé, c'est terminé. Ils passent à autre chose, ils signent des nouveaux jeunes. Exactement. D'ailleurs, il y a des athlètes, par exemple, je vais te parler d'un athlète qui me revient comme ça, là, quand tu viens de dire il faut y rester, et qui ont pas forcément, qui sont pas champions, mais qui font toujours des combats et qui gagnent quand même. Et des fois, ils perdent, mais des fois, ils gagnent. Par exemple, on va prendre l'exemple de Clay Guida. Clay Guida, c'est un mec, ça fait longtemps, il est à l'UFC quand même. Ça fait longtemps, le gars. Et le gars, tu vois, il a des combats. Il combat régulièrement, il gagne. Des fois, il gagne trois fois d'affilée, deux fois d'affilée. Il perd une fois, il revient. Mais le mec, il est toujours là. Et c'est ça, en fait, que c'est peut-être un petit peu quelque chose qui va bientôt finir à l'UFC. Je ne sais pas si ça va continuer. Je ne sais pas si ça va continuer ce genre de combat, ce genre de choses. Moi, que je trouve vraiment honorable, parce que ça veut dire qu'il a passé quand même 5 à 6 ans, à 7 ans, à 8 ans dans la même ligue et il a performé. Et il y a eu des hauts et des bas, et c'est comme un bon joueur de foot. Et là, aujourd'hui, ce que tu dis, tu vois, c'est un petit peu, ça met la pression, justement, aux jeunes et aux nouvelles personnes qui pensent à l'UFC, parce que aussi vite que tu arrives, aussi vite tu peux partir et aussi vite tu peux terminer dans le noir complet. Tu peux terminer dans l'obscurité. Et ça, c'est difficile, tu vois. Après, Clay Guida, c'est un exemple juste à part entière, quoi. C'est-à-dire qu'il est vraiment unique dans son genre. À mon avis, il ne doit pas être très cher à l'UFC. Il ne Mm. doit pas faire de vagues. Il a un bon petit fanbase de old school de MMA qui l'aime Ouais, bien. Il est fou, il va toujours au charbon. C'est un bon gatekeeper. C'est-à-dire que si tu le passes lui, ça donne suffisamment quand même de crédibilité pour pouvoir potentiellement combattre un contender. Donc, voilà, mais ça ne va pas durer énormément. En tous les cas, je l'applaudis de voir toujours cette ouais, tonicité et toujours de vouloir combattre parce que à son niveau, la grande majorité des combattants ont déjà abandonné psychologiquement. Ils ouais, disent maintenant, je fais ça pour l'oseille, je fais ça pour rester un peu dans la lumière. Et donc, lui, il a toujours la niaque. Et c'est un mec qui est comme ça se voit qu'il aime ce qu'il fait, etc. Donc, mais il y a très, très peu de combattants comme ça. D'être comme ça psychologiquement, c'est extrêmement dur. On peut en voir. Darren Till est le meilleur exemple qu'on peut voir ouais. dernièrement, où il a été catapulté très, très vite. Il a eu tout de suite énormément de fans. Il a été mis sur un piédestal. Même quand il est monté en middleweight, tout de suite, ils l'ont mis dans le top 10 pour je ne sais quelle raison.
Et on peut voir qu'aujourd'hui, il n'a plus la niaque. Dans son dernier combat, on peut voir il n'avait plus envie d'être là, quoi. Au deuxième round, il aurait pu finir ce combat s'il aurait mis la deuxième vitesse. Et j'ai l'impression qu'il cherchait une sortie de secours, en fait. Ouais, il y a une perte de vitesse dans leur carrière. C'est humain, après, c'est normal, hein. C'est un sport de combat, c'est vachement traumatisant. C'est pas tellement ce qui se passe en combat qui fait des dégâts, c'est plus ce qui se passe à l'entraînement. C'est plus ce qui se passe aussi tu sais, dans les cuttings, l'envers du décor, le management, le fait de gagner sa vie ou pas, le fait d'avoir des sponsors qui te suivent ou plus. C'est vraiment l'envers du décor qu'on connaît pas, que peu de gens connaissent. Et donc, du coup, bah, on voit l'UFC, on voit forcément, bah, t'as les gants, t'as signé. Donc, ça y est, tu es millionnaire. Mais non, ça, je l'ai découvert au Canada en sachant que certains combattants qui étaient à l'UFC, qui se préparent à l'UFC, notamment Yves Jabouin ou l'autre, là, Ivan Menjivar, c'était quand même des mecs, ils avaient des boulots à côté. Et moi, ça m'avait étonné, tu vois. Je m'étais dit, waouh, ils sont à l'UFC et ils combattent, ils passent à la télé. Moi, je suis jeune, je viens d'arriver au Canada. Je me dis, les mecs, ils doivent gagner, ouais, je me suis dit, tu vois, ils doivent gagner 100 000, 150 000 dollars. Et en fait, non, tu vois, ils gagnaient de quoi bah, le sponsoring, Hayabusa, tout ça et tout, la partie que tu vas donner au manager, 2 mois, 3 mois de training camp, et au final, tu es obligé de bosser, quoi, parce que tu as une famille à nourrir, certains avaient une famille ou sur des loyers à payer, etc. Donc ça te met tout de suite un choc, une réalité. Tu te dis, ils sont à l'UFC, mais ils bossent encore. Et c'est le cas de beaucoup d'athlètes maintenant aujourd'hui, tu vois. Il y en a beaucoup, la majorité, ils peuvent vivre du MMA, mais tu en as certains à côté, ils font quand même des choses. On en a eu beaucoup des exemples. Alors, les salaires ont beaucoup évolué. On Ouais. a la possibilité maintenant aussi de combattre beaucoup plus régulièrement, ce qui n'était pas toujours le cas à l'époque, parce que comme on l'a dit, il y avait déjà très peu d'événements. Donc maintenant, si tu veux combattre 4 fois dans l'année, tu peux combattre 4 fois dans l'année. Et moi, lorsque j'avais combattu à l'UFC à l'époque, c'était les salaires minimums, c'était 3 000 $ pour combattre, 3 000 $ de plus si on gagnait. Donc au bout du compte, tu faisais 6 000 $. Ils te prenaient des taxes là-dessus, il fallait que tu payes des coachs, des machins, des trucs. Au bout du compte, tu faisais rien, quoi. Et ensuite, c'est passé à 6 000. Après, je passais à 9 000. Donc, il fallait gagner des combats. Tandis qu'aujourd'hui, je crois que le strict minimum qu'ils font, 10 + 10, je c'est crois. 10 000 et 10 000. Ouais, Ouais, 10 + c'est vraiment 10. le strict minimum. Et, euh, et l'UFC, très vite, si tu fais des résultats, très vite, si ça passe bien, au bout du deuxième combat, déjà, ils te renouvellent ton contrat. Donc, admettons que ton premier, c'est 10-10 et le deuxième, c'est 13-13. Bon, bah, le troisième, normalement, ça devrait être 16-16. Mais avant ton troisième combat, ils renouvellent le contrat, en fait. Ce qui veut Ouais. dire que ce que tu vas signer pour ton prochain combat, ça sera le salaire que tu auras pour ton troisième combat. Donc, très, très vite, tu peux faire des 40, 50, 60 000 $ assez Ouais. rapidement, quoi. Ouais. Tandis qu'il n'existait pas à notre époque. Donc, si tu fais ça 3, 4 fois dans l'année, Ça va, ça t'as de va. quoi vivre. Ouais. Mais il faudra dire une chose, c'est que ça ne fera pas ta retraite. C'est-à-dire Ah que c'est oui, comme tout, hein. Il faut avoir déjà pensé à l'après. Si, mis à part, si tu penses que tu vas réellement devenir un grand champion et que tu vas faire énormément d'argent, pourquoi pas. Et pour la grande majorité d'entre eux, l'après-combat, ça va être compliqué. d'accord. Euh, du coup, on a un petit peu abordé les trois grands points, c'est-à-dire l'histoire de l'UFC, ta propre expérience à toi, la carrière. Quelle était la carrière avant qu'il fallait mener pour aller à l'UFC? Quelle est la carrière que tu as menée toi au moment où tu y étais et la carrière aujourd'hui que les jeunes doivent mener, en tout cas que cette génération doit mener pour arriver à l'UFC. Et on a parlé du management aussi. Alors toi, tu as eu un manager ou pas, toi? Alors moi, par la suite, j'ai eu un manager. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un client, parce que je donnais des cours particuliers, Mhm. et qui travaillait dans le business, et un jour qui s'est offert de devenir mon manager. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de manager. Les Mhm. managers étaient aux USA. En Europe, les managers n'existaient pas. Je crois qu'en Europe, moi, le seul manager que j'ai entendu parler, c'était le manager de Jérôme Le Banner, qui était son ancien physio. Tu vois, D'accord. donc ça n'existait pas réellement dans le monde du sport de combat, peut-être en Hollande, etc. Mais le monde du MMA, en tous les cas, ça n'existait pas. Donc moi, il a demandé à s'occuper de moi. C'était un mec qui faisait du business. Et au bout de quelques mois, il arrivait à me faire signer à l'UFC. Il a trouvé les contacts du matchmaker. Il a contacté. Il lui a dit voilà, ça c'est les vidéos, etc. En même temps, moi, j'enchaînais les victoires. Et moi, lorsque mon manager m'a envoyé un email en disant bon, bah, t'as signé l'UFC, je ne croyais pas. Je crois Mhm. que c'était une blague. Bon, il fallait que j'ai entendu à peu près 4 semaines pour pouvoir vérifier sur le site internet. Je commençais à m'entraîner, tu vois. Mais pour vérifier sur le site internet de l'UFC, j'étais vraiment signé, quoi. Parce que je n'arrivais pas à y croire. Et par la suite, il m'a trouvé du sponsoring, etc. Après, j'ai signé avec un manager américain, mais en fait, il m'a mis une carotte, quoi. Il m'a cramé des thunes comme c'est pas possible. Donc, ça, c'était une mauvaise expérience. Mais en tous les cas, pour ce qui est de la France, on est avec une toute nouvelle génération maintenant. C'est-à-dire que Voilà. non seulement maintenant, les combattants français peuvent évoluer en France, en amateur et en professionnel, Professionnel. Ouais.
Et en France, tu as plusieurs managers maintenant, sans parler nécessairement des grands qui sont nécessairement à l'UFC, mais tu as au moins, moi je connais de ma tête, 4, 5, 6 différents managers à travers la Ouais. France qui sont plus que contents de prendre de nouveaux combattants, de les signer s'ils Mhm. ont un potentiel. D'ailleurs, je vais en profiter pour parler d'une application qui s'appelle MMA Connection, qui a été faite par Anthony Dizzy, le combattant de MMA, et puis bah, qui m'en avait parlé. C'est une application en fait où en tant que combattant ou en tant que manager, tu t'inscris dessus et en fait tu es détectable, ou tu peux détecter certaines choses en rapport avec justement le management. C'est-à-dire s'il y a des organisations qui font des appels d'offres, elles vont regarder les combattants qui sont inscrits sur ça. Si le manager s'inscrit sur ça, donc ça regroupe promoteurs, combattants et organisation. Donc, et manager, pardon. Et donc, du coup, je trouve que c'est une très bonne idée ce qu'a fait Anthony Dizzy. En plus, je connais personnellement. Donc, c'est du bon boulot. Et on le voit aujourd'hui, ceux qui consultent l'application, qui s'inscrivent dessus, ça peut donner justement un petit peu comme, tu vois, un petit peu comme quand nous, on cherchait du job pour l'intérim. On avait des compétences et on le faisait, tu Mais vois. même toi et moi, moi je me rappelle que lorsqu'on partait, toi tu es parti au Canada, moi je suis Ouais, parti aux États-Unis d'abord. Lorsqu'on arrivait là-bas, mais les gens ils se foutaient de nous. Les gens ils bien sûr. comprenaient pas que lorsque tu arrives là-bas, ils te laissent même pas t'entraîner avec l'équipe première. Et moi j'avais déjà une quinzaine de combats professionnels. Mhm. Et à l'époque il y avait très peu de combattants. Et je venais de signer l'UFC. Donc je me suis dit, ils vont m'ouvrir les portes, tu vois. Non, Et en fait, non, ils s'en battent les couilles. C'est-à-dire que ils en ont si rien à tu ne secouer. payes pas les coachs, si tu ne payes pas les gars, personne n'en a rien à foutre de toi. Et j'ai eu certaines très mauvaises expériences. Ma première training camp que j'ai eu aux États-Unis s'est très bien passé parce que Dan Anderson combattait sur la même carte que moi. Donc j'ai pu jouir de sa préparation en même temps que lui. Mais par la suite, ça s'est vachement compliqué, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Même moi, hein, en y étant très jeune, j'ai vu tout de suite que bah, ils en ont rien à secouer de toi. Tu es comme tout le monde, donc du coup, tu payes ton gym. Ensuite, les classes, des fois, par exemple, tu voulais faire du wrestling, fallait payer en plus. Donc, chose qu'on ne comprend pas, nous, parce qu'on se dit, ouais, ça y est, tu as payé un accès au gym, tu as full access. Non, les classes pro, moi, j'avais un record aussi sur Sherdog. Elles étaient accessibles qu'à partir du moment où, à l'époque, Firas, Zahabi avait vu ce que tu étais capable de faire. C'est-à-dire, déjà, d'une, si tu n'étais pas un mec qui venait pour faire la bagarre et blesser d'autres gens, parce qu'il y a un gros vivier de combattants pro qui vivent de ça. Donc, toi, tu es là, tu mets une clé de talon à un mec, il part à l'hôpital, toi, t'es personne, lui, c'est fini, sa carrière, elle est terminée, tu peux l'endommager. Et en plus de ça, voir ce que tu Ce vaux qui, en aussi. parenthèse, est arrivé à beaucoup de Français qui sont partis pour s'entraîner aux USA. Ouais. Certains Français se sont fait reconnaître comme ça, en défonçant certains combattants là-bas, en étant pas de bons partenaires. Et c'est pour ça Ah qu'ils n'ont oui, pas intégré certaines équipes. Mais et bon, c'est ça, et c'est autre c'est- chose. et c'est pour ça qu'il m'a demandé directement d'où je viens et il a vu un petit peu ce que ça allait donner en sparring. Alors, bah, il a eu la chance d'avoir sparé avec deux mecs de l'UFC et un mec à l'époque si je dis pas de bêtises, l'organisation, je sais plus quoi, W1, ouais, au Canada. Et du coup, c'était une très bonne expérience. Mais à partir de là, le mec, il te donne le feu vert, tu vois. Déjà, donc ça veut dire, déjà, t'es personne. Tu sais, ils en ont rien à foutre de ta vie. Et tu payes comme tout le monde. Et si tu veux t'entraîner, tu t'entraînes, tu fermes ta gueule et voilà, tu racontes pas ta vie à tout le monde. Et tu peux justement voir comment les pros s'entraînent. Et même ta préparation physique, tu la payes avec ton préparateur. Il y a beaucoup de choses que tu vas faire en fait qui sont vraiment différentes de la France où ici tu vas payer un accès au club et tu vas attendre que tout te tombe dessus et que genre en gros bah on te prenne par la main et on te dise ah tiens bah on va faire quelque chose avec toi. Non, c'est vrai que maintenant, même le sport en France, comme je l'ai déjà dit, a beaucoup évolué. C'est-à-dire que, disons les choses concrètement. Nous, à l'époque, on avait nulle part où s'entraîner. Mm. La plupart des mecs avec qui on faisait du jiu-jitsu en Europe, c'était des ceintures bleues. Il n'y avait pas de ceinture noire. Tu avais trois mecs qui faisaient de la lutte. Quand on faisait de la lutte avec eux, ils disaient ah, c'est les mecs de l'MMA, on n'aime pas. On voulait faire de la Ouais, boxe. Ah non, c'est les mecs de MMA, on n'aime voilà. pas. Aujourd'hui, on n'est plus du tout de ça. Non seulement en France, le sport s'est énormément développé, mais il y a énormément de clubs dans lesquels vous vous entraîner et avoir un bon niveau. Que ce soit à Paris, mais aussi en province, Province, ouais. chez les Chiavo, chez les Fernandez et dans plein d'autres endroits. Donc, concrètement, si aujourd'hui, vous voulez vraiment combattre à haut niveau, allez dans un club, entraînez-vous correctement, faites de Voilà. la préparation physique à côté, entraînez-vous, aidez la dalle. Et si tu t'entraînes correctement, après tout dépend de votre niveau technique, il y en a qui Voilà. sont plus que toi, mais au bout de 3 ans, tu peux commencer à faire quelques compètes amateurs en France, par la suite les gagner, combattre en pro, et au bout de 4 ans, 4 ans et demi, tu peux déjà avoir un bon record, un bon niveau, signer avec un management et te retrouver à l'UFC. La patience,
l'entraînement, la rigueur. En fait, c'est la clé de beaucoup de choses. Et je trouve que ça va même beaucoup plus vite chez nous dans les sports de combat que dans les sports collectifs. Tu vois, où Mmh. par exemple, le football, tu vas commencer très tôt, tu vas pouvoir jouer dans des équipes très tôt, etc. Et avant d'arriver à faire des choses, il y a au moins 10 à 12 ans qui se passent. En MMA, là, tu viens de nous dire 3 ans d'entraînement quasiment quotidiennement ou bi-quotidiennement, tu acquiers un niveau amateur, tu fais ta petite carrière, et 4 ans après ces 3 ans, ça fait 7 ans, tu peux avoir un bon record pro, et au final, tu peux faire certaines choses, certaines organisations, et avoir justement un bon record et avoir des bons résultats. Et ça, je dis si tu es plutôt sportif, si tu as déjà des bonnes facultés, Les qualités, ouais. mais tu n'as rien fait avant. Si tu as déjà fait un sport de combat avant, tu es très bon au judo, en lutte ou en pied-point, tout ça, ça va 2 fois plus vite. Voilà, exactement. C'est ce que j'ai en ce moment. En ce moment, des fois, quand j'encadre les groupes compétiteurs au NR Fight à République, j'ai des anciens judokas de l'INSEP qui en ont marre. Ça y est, ils ont fait leur carrière en équipe de France et qui disent, tiens, je vais passer au MMA. Et c'est plus facile pour eux, enfin, c'est plus facile pour moi et pour eux de leur faire comprendre les règles du MMA, le système du MMA. Par exemple, un bon judoka, tu lui donnes un bon jab ou un bon 1-2, et tu sais qu'à un moment ou à un autre, il va toucher, il va même sonner le mec, mais après, il va avoir accès à son judo, et derrière, il amène le mec au sol et il peut finir le combat. Donc, du coup, tu vas avoir une séquence de travail plus intellect, tu vas avoir aussi une séquence de travail plus technique, et tu vas avoir aussi un résultat plus rapide que quelqu'un qui vient de zéro, comme tu dis. Donc, ça va 2 fois plus vite avec un athlète, surtout un athlète qui a été olympien. Et surtout, il y a le niveau technique, comme tu dis. Bon, déjà, ça veut dire qu'ils ont déjà un bagage, mais aussi un ancien sportif de haut niveau comprenne les choses qui sont primordiales dans le monde du combat. C'est-à-dire que pour gagner dans le combat, les 2 choses les plus importantes sont, un, le mental, deux, le physique. La technique n'est que troisième, voire même la moins importante. Et donc, ces gens-là savent ce que ça demande mentalement d'aller en compétition. Non seulement ça, ils ont le mental pour pousser leur physique le plus loin possible et d'avoir une très bonne préparation. Parce que la plus grande majorité des gens qui aimeraient devenir combattants ou sportifs, quels qu'ils soient, aussitôt que ça pique, aussitôt que ça fait mal, c'est là qu'ils s'arrêtent, qu'ils disent non, mais moi, c'est pas vraiment ce que je veux faire. Ouais, Non, exactement. il faut que ça fasse mal. La préparation physique et de pouvoir encaisser ça psychologiquement, c'est le plus dur. C'est même encore plus dur que de prendre des coups dans les narines. Hmm. Je suis d'accord avec toi. Donc là, aujourd'hui, en fait, si tu veux, il y a aussi une histoire il y a aussi une histoire qui se met en place, histoire de l'évolution aussi de la pédagogie, l'évolution aussi du sport, parce que le sport, maintenant, il y a plus de kilométrage dans notre sport aujourd'hui qu'avant. Il y a des coachs, il y a des systèmes d'entraînement, il y a des systèmes de coaching, il y a le système amateur. Avant, il n'y avait pas le système amateur, maintenant, il y a l'IMAF, tu vois. Donc, il y a de belles choses qui vont arriver pour le MMA aujourd'hui, français, ou même de ton côté, hein, anglais, où les Anglais ont déjà leur route qui est déjà faite, tu vois. Mais ça n'empêche que, tu vois, ça laisse la chance à beaucoup de gens de pouvoir Et puis justement surtout, je intégrer. pense que le sport du MMA a tellement évolué qu'aujourd'hui, qu'il est devenu un sport. C'est-à-dire que si tu regardes bien, mis à part quelques vraiment exceptions, la grande majorité des combattants du MMA combattent de la même manière. C'est Oui, boxe, c'est les mêmes amenés au sol, un high double contre la cage, un double ici, un single là. Donc les gens savent les bloquer. C'est très rare maintenant de voir des amenés au sol. Et lorsqu'il y a des amenés au sol, c'est plus parce qu'ils ont été sur le physique et l'un d'entre eux a fatigué que le côté technique. Parce qu'ils attaquent tous de la même façon. Au sol, c'est toujours plus ou moins les mêmes mouvements, les mêmes clés, les mêmes positions de ground and pound. Donc en fait, le bagage technique de MMA n'est pas si compliqué que ça à acquérir. Parce mm, qu'encore une fois, la grande majorité combattent. Après, si tu combats easy ou alors quelqu'un comme ça qui a beaucoup plus d'allonge et des techniques beaucoup plus diverses, c'est complètement différent. Mais pour la grande majorité d'entre eux, si tu regardes, ils ont des techniques plutôt relativement basiques. Pourquoi? Parce que le MMA aujourd'hui est devenu avant tout un sport et ça se joue vachement sur le physique. Le ça, je- mental, encore une fois, qui est toujours la même chose, mais ça se joue sur le physique. Alors, Jess, du coup, pour terminer sur la dernière séquence la plus intéressante, celle justement de la starification, réseaux sociaux, médias sociaux, network, etc. On va parler du phénomène Paddy Pimblett, celui qui vient d'Angleterre, de Liverpool. Et du coup, bah, on va parler un petit peu de ça parce que tout à l'heure, quand on en parlait, 2,5 millions de followers sur Instagram, c'est un truc de fou. C'est quasiment ce qu'est un artiste, un chanteur.
de rock, rap, ce que tu veux. Et lui, il l'a en tant que combattant de l'UFC. Et en plus de ça, bah, on est dans un phénomène carrément qui peut te faire rentrer à l'UFC, c'est cette fanbase sur les réseaux sociaux. Alors, déjà, il y a plusieurs choses. Les gens, en effet, ont remarqué que Dana White, de temps en temps, il y a certains combattants qu'il aime et qu'il met en avant. Et c'est facile de les mettre en avant. Il suffit qu'il les mette dans certaines vidéos de behind the scenes de l'UFC, qui commencent déjà à en parler d'eux. Ils sont un guest déjà après seulement une victoire à l'UFC. Dana White sait comment vendre ses combattants. Mais ça ne veut pas dire que ça marche toujours. Il a fait ça avec d'autres combattants avant et ça n'a pas marché. Je me rappelle du premier avec qui ça n'a pas trop marché, c'était Roger Huerta. Le Ouais, premier est l'acteur là, c'est un acteur de drama couver- mexicain là. couverture de ESPN Magazine, etc. Et très, très vite, ça s'est Ouais, barré en sucette. Plus dernièrement, on peut parler de Sage Northcutt ouais. ou Paige Van Zandt, Hmm. Paige Van Zandt, qui doit avoir le même nombre de followers sur Instagram, malgré qu'elle ne gagnait pas de combat, parce qu'elle avait fait Dance avec des stars, etc. Donc, qui était une énorme star, mais dont le niveau technique n'était pas complètement au même niveau. Et je pense que Paddy, on est un petit peu dans la même situation. Mais commençons par le commencement. Je pense que ce qui a fait déjà Paddy, c'est que d'une, il vient de l'Angleterre. Et comme on l'a déjà dit, les Anglais, ils aiment la bagarre. Ouais, ils Et adorent ça. Paddy, c'est un bagarreur. Donc, ils aiment ça. La deuxième chose est, ils viennent de Liverpool. Et C'est là, une ils aiment grosse ville. vraiment la bagarre. Et le Tu foot vois. aussi, hein. Foot et Et comme bagarre, on c'est. a, et comme le foot, comme vous pouvez voir, les équipes de foot du Nord, que ce soit Manchester ou alors Liverpool, Newcastle, les fans les suivent un peu partout à travers l'Europe lorsqu'ils combattent et ils sont vraiment dedans, quoi. Je ne vais pas dire que c'est tous des hooligans, mais en tous les cas, ils sont chauds bouillants. Et donc, Paddy vient de là-bas. Donc, ça veut dire que les fans qu'il a locaux ou même dans le Nord sont très enthousiastes et le suivent énormément. Et c'est ce qu'on peut voir d'ailleurs lorsqu'il combat aux États-Unis. Il a énormément de femmes qui viennent et qui le suivent là-bas. Comme il y a eu avec d'autres combattants britanniques auparavant, mais on peut le voir, ils arrivent tous avec leur petite perruque des Beatles, leur t-shirt de Liverpool. Et donc, avant même de signer à l'UFC, il avait déjà une très bonne fanbase, ce qui est très difficile à avoir lorsque vous combattez dans des organisations beaucoup plus petites. Ouais. Maintenant, bien entendu, Dana White l'a mis en avant, et donc ça a fait boule de neige. Il représente ce que la nouvelle génération de jeunes aime. Il a un look un peu particulier, il a la tchatch, il sait comment parler, il est provocateur, et les jeunes de nos jours, surtout sur les réseaux sociaux, ils adorent ça. Clairement. Clairement, ils adorent ça. Et puis même déjà quand ils combattaient au Cage Warrior, c'était la mascotte. Et surtout, bah, il le faisait combattre toujours dans sa ville ou à Londres. Mais son public se déplaçait. Et tu vois bien tous ses potes, tous les mecs, quand ils gagnaient, ils sautaient de la cage à voir. Et quasiment, on aurait dit tout le public qui avait payé son billet était venu pour lui. Quand il combattait, tout le monde criait, bah, il scandait un peu les chants de Liverpool, de l'équipe de foot. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a aussi cette facette, cette étiquette où il faut que tu sois aussi bien vendeur, combattant quand même, aussi, parce qu'il est quand même excellent en combat, tu vois, c'est quand même un bon combattant. Et derrière, tu peux avoir aussi cette opportunité de pouvoir accéder à l'UFC grâce à ton réseau, grâce à ta communauté. Ce qui n'existait pas avant, c'était dur d'avoir une communauté. C'était pas la même époque. Si tu avais une communauté, c'était un peu comme si tu étais connu dans un samouraï, tu vois, dans tes terres, etc. Mais par contre, aujourd'hui, tu vois, il suffit de s'abonner, il suffit de regarder une belle vidéo, d'avoir une bonne com, d'avoir un bon algorithme. Et comme tu dis, après, d'être poussé un petit peu par l'UFC, par les autres organisations pour pouvoir être mis en avant. Et du coup, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi ce côté-là qu'on ne peut pas renier, qu'on ne peut pas rejeter. Si tu as une bonne fanbase, tu peux aussi, avec tes combats et ton management et tout ce qui s'ensuit, arriver quand même à signer à l'UFC. En fait, ce que tu dis, c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus et je vais essayer de pas trop m'éparpiller. Mais en effet, comme tu le dis, c'est toujours mieux d'avoir une fanbase. Maintenant, il y a des combattants, c'est pas du tout leur délire. Ils Hmm. n'aiment pas faire des photos, ils n'aiment pas parler sur Internet, ils n'aiment pas faire des interviews. Et ça ne veut pas dire que ces gens-là ne vont pas réussir à avoir une carrière. Ils peuvent justement faire la différence avec leurs points et leurs résultats. Ça Ouais, va être peut-être un peu plus dur, mais en tous les cas, il ne faut pas nécessairement faire que le show. Mais c'est vrai qu'on vit dans cette génération maintenant où tout ça, c'est presque plus important. Je vais prendre un autre sport
sur le côté, prenons par exemple le bodybuilding. Le Mm. bodybuilding, avant, il fallait être le meilleur, il fallait être Monsieur Olympia. Maintenant, aujourd'hui, tu as des gens qui sont Monsieur Olympia et à qui on leur dit c'est pas suffisant. Tu as des gens qui n'ont jamais gagné une compétition de bodybuilding, mais ils ont 3, 4, 5 millions de followers sur Instagram et on préfère les sponsoriser eux Voilà, parce qu'il y a de la que vous visibilité. sponsorisez vous. Donc, Ouais. on est dans une période assez bizarre. Par contre, une chose est sûre, c'est que lorsqu'on parle de followers, on parle de vrais followers. C'est-à-dire Mm. que acheter 50, 200, 300 000 faux followers sur Instagram ne va pas forcément te faire signer à l'UFC. D'une, les gens dans le marketing savent maintenant faire la différence entre le vrai Et le et le faux. faux. Maintenant même, par exemple, je vais prendre un autre exemple dans tout ce qui est influenceurs. Maintenant, les influenceurs qui contactent les gens en leur disant voilà, j'ai 150 000 followers sur Instagram. Maintenant, les gens ne sont plus impressionnés par ça. Ce qu'ils vont Mm. leur demander, c'est des chiffres. Ils vont leur dire alors, le dernier sponsoring collaboration que vous avez fait, quel était le résultat? Combien de clics il y a eu? Combien de gens ont été sur le site internet et combien de gens ont acheté? Moi, je veux voir ce numéro-là. Je ne veux pas voir le nombre de followers que vous avez, ça ne m'intéresse pas. C'est ça maintenant le professionnalisme. Et pour ce qui est du combat, ça va être pareil. C'est bien beau d'avoir plein de followers, mais si c'est des faux, ça va très très vite se voir et les gens ne vont pas se faire burner. Et maintenant, c'est très dur d'avoir ce genre de followers. Bah, si tu n'es pas un combat, en fait, en quelque sorte, il a un peu de la chance, Paddy. Il est dans le Nord, comme on l'a déjà dit. Mm. Il a des gens locaux qui sont friands de ce genre de choses. Ils n'ont rien d'autre à foutre. Laisse-moi dire une chose, c'est à Liverpool. Il n'y a rien à faire. Donc, À part se battre, à part se donner rendez-vous voilà. stop. Donc, il y a plein de choses comme ça qui rentrent en ligne de compte que tu ne peux pas toi-même, etc. Et un combattant, il doit avant tout se focaliser sur s'entraîner et combattre. S'il commence à prendre un peu trop de temps à faire des conneries sur Instagram, tout d'un coup, ça devient sa motivation première. Il regarde ses followers tous les jours, il passe moins de temps à l'entraînement, il fait Mm. des selfies tous les 4 matins, il fait des lives, des machins, et c'est pas un mec qui va arriver au bout niveau. Donc c'est assez compliqué d'essayer de savoir du pourquoi, du comment et tout ce qu'il en suit. Mais c'est vrai que ça, c'est l'une des raisons aussi pour laquelle Paddy a signé pour l'UFC. Dana White, il aime les bagarreurs. Il avait signé à l'époque Michael Bisping, qui était à la base un bagarreur. Il a progressé par la suite, mais c'est ce qu'il aimait chez lui. Ensuite, il y a eu Dan Hardy, il y a eu Ross Person, il y a eu plus Darren Till. récemment Darren Till. Dana White, il kiffe les Anglais qui vont à la châtaigne. Mm. Et donc, Paddy en est un. Maintenant, la différence entre Paddy et certains d'entre eux, c'est que Ross Pearson ou un Dan Hardy, par exemple, était plutôt technicien en play-point et relativement bon. Paddy, c'est un bagarreur. Il va à la châtaigne. C'est-à-dire qu'il en prend autant qu'il en donne. Et là, ils vont se retrouver dans une situation où ça va être un petit peu dur à le matcher. C'est-à-dire qu'il a déjà pas mal de combats, pas mal d'expérience. Il a un certain âge. Il a 28 ans maintenant. C'est pas vieux, mais avec la génération actuelle de l'UFC, ça fait quand même relativement vieux. Donc, qu'est-ce que tu fais avec un mec comme ça? On regarde par exemple O'Malley. O'Malley, il a eu une progression. Lorsqu'il a commencé à combattre, c'était pas terrible, mais ils lui ont donné 9 combats avant qu'il prenne un contender, un mec du top 10, tu vois, Mm. et il a progressé. Et O'Malley, ce qu'il a de son côté, c'est qu'il a énormément d'allonge pour cette catégorie de poids, ce qui fait, donne une force. Paddy, il n'a pas ça. Et Paddy, il est déjà une superstar après 3 Ouais. combats. Donc très très vite, il va falloir lui donner des combats durs. On peut voir déjà avec un mec de 145 livres qui fait 3 têtes de moins que lui, il se fait déjà contrer Ouais, trop facilement. il y a eu cette victoire qu'on lui a donnée qui a été très, très controversée partout dans le monde, tu vois. La décision qu'on lui a donnée sur la victoire, elle a été très, très, très controversée. Dans beaucoup de médias américains, anglais, français, beaucoup de gens ont parlé de ça. 90% des médias pensent qu'il a perdu. Et en plus de ça, ils ont fait justement un poll sur l'Internet. Plus de 90% des fans pensent qu'il a perdu aussi. Mm. D'ailleurs, en ce moment, le juge, l'un des juges, parce que les 3 juges lui ont donné la victoire. Donc c'est pour ça que c'est très difficile d'essayer de contredire tout ça. Mais l'un des juges, en plus, est plutôt controversé parce qu'il fait beaucoup d'erreurs. La veille, il avait fait une erreur dans un autre événement où il avait donné tous les rounds à un combattant qui a perdu le combat. Donc les gens se sont dit, mais quel combat il regardait? Le mec Ouais. a un certain âge. Le lendemain, il a pris un avion pour aller à l'UFC pour rejuger un autre combat. Ouais. Tu faisais le juge la veille, tu refais le juge encore aujourd'hui, tu es fatigué, il faut se concentrer, le genre de combat, tu vois. Donc, même lui, maintenant, apparemment, il va y avoir une investigation de savoir de pourquoi, du comment. Mais en même temps, voilà, ce n'était pas le juge qui lui avait donné. Mm. Mais peu importe, je pense que c'est pour ça que là, il essaie de se vendre le plus possible aussi, pas dit très très vite, il veut faire de l'argent parce que je pense que lui-même est conscient que Oui, c'est ce que il tu n'a as pas dit. une carrière devant lui. Ils ne C'est vont ce que pas tu as lui dit. donner 5, 6, 7, 8 combats avant qu'il prenne un contender. C'est ce Très que tu très as vite, il dit. va falloir qu'il prenne des mecs durs.
Et donc, Et voir après ce que ça va donner et surtout derrière, voir si c'est possible pour lui, comment dire? Bah, de sortir, par la grande porte avec le plus d'oseille possible parce que, bah, comme un McGregor, comme, quelqu'un comme ça, il va falloir aussi derrière penser à l'après-fight. L'après-fight, c'est-à-dire la retraite qui est très jeune chez les combattants d'MMA, les potentiels investissements, tout ce qui peut se passer derrière pour justement pouvoir, sortir du combat avec le plus d'argent possible. Parce que des fois, c'est le seul moment de ta vie où tu vas gagner le plus de thunes. Donc, il va falloir que tu sois, conscient, qu'il va falloir faire, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ton marketing. Beaucoup de shows, beaucoup de tu vois, de trash talking pour pouvoir obtenir le plus d'argent possible et essayer de durer dans le temps parce que c'est un sport où voilà, il y a du va-et-vient. Donc, Paddy, peut-être pendant 2 3 ans, ça sera une star et peut-être que dans 4 ans, plus personne n'en parlera et il y aura quelqu'un d'autre après derrière lui. peut-être le mieux, c'est comme je dis souvent à les gens, si c'est pas ton délire de faire les réseaux sociaux et justement tu veux essayer de garder ta tête fraîche pour focaliser sur les bonnes choses, demande à ton manager de le faire. Ouais, Donne ton Instagram à ton manager lui-même va te filmer, va faire des vidéos, va faire des trucs, il va le faire pour toi. Tout le monde n'aime pas nécessairement le faire. Il y a un combattant français en ce moment qui fait justement beaucoup de buzz, parler de lui comme ça, qui vient du pied-point, qui commence maintenant dans le MMA. Tu vois de qui je veux parler? c'est Qui fait Cédric justement Doumbé. beaucoup de vidéos Ouais, comme ça. ouais. Exactement. Lui, il a tout compris. Lui, tu as l'impression qu'il Mmh. kiffe faire ça. Lui, il se vend très, très bien. Il suffit d'une question de temps. Je ne sais pas c'est quoi son âge, mais c'est peut-être ça justement qui peut peut-être Je crois poser une qu'il a, difficulté. si je dis pas de bêtises, il a 28 ou 29, il me semble. Ça va, il est encore à la limite. Je pense qu'il peut encore signer à l'UFC. Je pense qu'il lui faut encore deux ou trois victoires, grand maximum. Il peut signer à l'UFC parce que le mec se vend très très bien. Maintenant, il va avoir deux options. Soit il passe par le contender et donc lorsqu'il va falloir signer un contrat avec l'UFC, ça va être un contrat de merde. Je ne pense pas que ce soit ce qu'ils veulent parce qu'il a l'air d'être très intelligent. Je pense qu'il veut justement que Il a 30 ans. l'UFC et Dana White le remarquent et qu'il signe un très très bon contrat, comme Michael Chandler a fait à l'époque, où justement très très vite, il prend des mecs très forts et ça passe ou ça casse. Et Ouais. ce mec-là, il a tout compris. Il a compris dans le marketing, il est très fort, c'est un très bon combattant. Mais encore une fois, tout le monde n'est pas bon à ça et tout le monde n'est pas intéressé à faire ce genre de choses. Donc parfois, le mieux, c'est de demander à votre manager ou une autre personne de s'occuper de vos réseaux sociaux. Exactement, quelqu'un qui connaît, se faire entourer, se faire accompagner. De toute façon, il y a certains athlètes dans certains sports, boxe anglaise, par exemple, pour rester dans les sports de combat, où tu regardes leur compte Instagram, Ryan Garcia, le petit Ryan Garcia, lui, impeccable, tu vois. Il a plus de followers que tout le monde, etc. Ça fait vraiment partie, c'est un petit peu le Paddy Pimblett de la boxe anglaise, tu vois. Petite Canelo, tout ça et tout. Il arrive dans le game alors qu'il y en a qui sont là avant lui, qui ont moins de followers, qui sont plus durs, qui ont eu des combats plus durs et tout, mais il est dans cette génération. Il a compris que c'est un outil super important. Donc, pour terminer sur ce qu'on a dit, le réseau social, donc Instagram, TikTok, parce que c'est les réseaux qui fonctionnent le plus. YouTube aussi, parce que YouTube, ça permet de la monétisation. Ça permet aussi à l'athlète de pouvoir se faire voir et malgré ça, malgré, il faut quand même avoir un bon niveau. Il faut quand même avoir un bon niveau. On va pas se le soustraire. Celui qui a un bon réseau social mais qui est pourri, va se faire allumer et ça va Voilà. servir à rien, tu vois. Voilà. C'est pas le cinéma, c'est même moi, dans le cinéma, il se retrouve la même chose. C'est-à-dire que le jour, j'ai vu un round table, c'est-à-dire que des acteurs de l'ancienne génération, de la nouvelle génération, tu avais Michael Keaton, tu avais Samuel Jackson, et tu avais un jeune acteur afro-américain. Et donc, certains d'entre eux disaient qu'à l'époque, pour pouvoir continuer de travailler en tant qu'acteur, en tous les cas de premier rôle, il fallait que les films fassent de l'oseille. Ils Mm. regardaient le dernier film que tu as fait, et ce qu'il a fait 30, 40, 50, 300 millions de dollars. Et grâce à ça, tu pouvais avoir un autre rôle. Aujourd'hui, ça a complètement changé parce que tu as des plateformes, on ne sait pas si ça fait de l'argent, si ça fait des vues ou quoi que ce soit. Et donc, le jeune acteur afro-américain qui était là, lui dit que lorsqu'il va faire des castings, on lui demande son Instagram, le nombre de followers qu'il a. Mm. Comme si c'était important en tant qu'acteur. C'est-à-dire qu'on te demande d'être déjà une star avant de faire de l'acting. Ouais. Alors qu'avant, il fallait faire Ce qui tes n'a pas de preuves, sens. etc. La grande majorité des acteurs qui ont le plus grand nombre de followers sur les réseaux sociaux sont tous les acteurs qui ont fait des Marvel. Et ils sont devenus populaires parce qu'ils ont fait des Marvel. Mm. Non pas Ouais, le c'est vrai. contraire. Mm. Donc maintenant, même moi, je vois des jeunes acteurs, des jeunes actrices qui s'achètent 1, 2, 3 millions de faux followers. Ils ont 60, entre 60 et 100 commentaires, ce qui n'a absolument Ouais, aucun sens c'est pas lorsque tu as possible. 3 Ouais, millions de followers. impossible. Mais ça fait partie du truc. Leur agent leur dit, alors voilà, regardez, mon client, il est populaire sur les réseaux sociaux, il paye des attachés de presse, tout ça. Donc même ça, même dans le milieu de l'acting, c'est extrêmement important et que des gens comme moi, bah, ils sont en arrière parce que moi, j'ai pas envie de jouer à ce jeu-là. Ça sert à rien. C'est Enfin, pour moi. c'est super intéressant. Je pense que c'est super intéressant
ce petit parallèle avec l'acting. Et bah, ça rejoint ce qu'on a dit là, c'est que bah, ça a son importance de toute façon, que ça soit toi ou que ça soit moi. Bah, Instagram, c'est notre outil de travail aussi, c'est notre fenêtre sur notre travail et c'est international, c'est-à-dire on peut se faire contacter par. Moi, je discute avec des coachs aux États-Unis de lutte, au Ohio, etc., au Canada et tout. On partage en Thaïlande et tout, et c'est grâce à Instagram. C'est pas, je pense qu'il n'y aurait pas eu Instagram, j'aurais pas pu, tu vois, j'aurais pas pu connaître certaines personnes ou garder contact d'ailleurs avec certains UFC C'est surtout vétérans, garder etc. contact. Mm. En tous les cas, moi, à mon niveau, les gens me disent toujours les réseaux sociaux, ça sert, etc. J'écoute. Les réseaux sociaux, ça sert de la même manière qu'il faut, quand tu travailles en tant qu'acteur, il faut avoir un email, il faut Mm. avoir un numéro de téléphone et il faut avoir un réseau social. Voilà, Mm. pour moi, c'est au même niveau. C'est pas parce que tu vas avoir un téléphone que tu vas travailler en tant qu'acteur, et c'est pas parce que tu as un réseau social populaire, entre parenthèses, mis à part encore une fois si tu as le bon agent. Parce qu'avoir 3 millions de followers, ça marche que si tu as un très bon agent. Sinon, Mm. tout le monde s'en fout. Il y a plein d'acteurs que j'ai vus qui ont 1 million, 2 millions, 3 millions et qui n'ont jamais travaillé. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de la figuration. Donc, il faut aussi avoir le bon agent. Donc, tout ça, ça sert. Moi, je me rappelle sur mon ancien Instagram qui s'est fait hacker et donc effacer. J'avais des mecs comme Michael Bay qui me suivait. Tu vois, Michael Bay, tu vois, donc le mec, il a dû voir, ah, lui, il est intéressant, je le follow, on sait jamais, peut-être à Ouais. un moment. Et donc, et plein de producteurs, de réalisateurs, tout plein de gens avec qui je travaillais. Et malheureusement, que j'ai perdu maintenant parce qu'il faut que je recommence à zéro et de les recontacter. Mais c'est vrai que maintenant, les réseaux sociaux, quel que soit le domaine dans lequel tu es, c'est important. Il ne faut pas trop se concentrer dessus. Encore une fois, je pense très sincèrement que maintenant, le nombre de followers, etc., à un certain niveau, ça ne veut plus rien dire. Ça va impressionner certaines personnes, ton voisin de palier, etc. Mais maintenant, même tous les gens les plus lambda, ils ont acheté 60, 90 000 faux followers. Donc tout ça, ça ne veut plus rien dire. Tu vois ce que je veux dire? Un Quand je juste vois des milieu. mecs avec quand je vois des personnes avec 90 000 followers qui ont environ entre 20 et 50 commentaires, je suis les copains, arrêtez vos conneries. Moi, Mm. quand je commentais dans un stade de 20 000 personnes, si tu avais que 50 personnes qui applaudissaient, c'était la loose, mon copain. C'est qu'il y a un problème. Tu vois ce que je veux Mm. dire? Et ça se voit que c'est la loose. Donc, imagine, tu as 20 000 personnes. Déjà, 1000 personnes. Personne n'est connu par 1000 personnes. Maintenant, on parle de 20 000 personnes. Si tu as réellement 20 000 personnes qui te suivent et tu n'as pas plusieurs centaines de commentaires, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc, on Ouais. sait tous que c'est un mensonge. Arrêtons les conneries. Donc, arrêtons de prendre tout ça sérieux. Mais en tous les cas, à côté de ça, c'est un outil intéressant avec lequel les gens peuvent te suivre, te reconnaître, te reconnaître ou te contacter. Très bien. On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. On en parlera, tu vois, l'importance des réseaux sociaux, les réseaux sociaux dans le MMA, tu vois, en général, on prendra peut-être des exemples. Peut-être qu'on va peut-être même inviter une troisième personne pour essayer d'en parler. On verra ce qu'on va faire. Là, on va passer à la conclusion. Et donc, pour cette conclusion, du coup, bah, Jess, moi, c'était super agréable ce premier épisode. J'espère qu'il va plaire à tout le monde. En tout cas, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des pouces bleus, partagez autour de vous. Suivez le compte Instagram de Jess Liodin et suivez le compte Instagram de Mr. Cypressias, pardon. Ah, et du coup, et n'hésitez pas justement à nous faire part de vos impressions, parce que là, sur ce premier épisode, forcément, il y en aura d'autres qui vont découler. Après, c'est pas notre activité première. On bosse, on a nos vies privées, etc. Mais on a envie vraiment de partager certains sujets avec vous. Et comme on a dit au départ, Cigar Gang, c'est du MMA, c'est du fight, c'est des anecdotes, c'est ton travail d'acting, nos projets d'entrepreneuriat, voyages, expériences, anecdotes. Et on va essayer de vous donner de la qualité comme on peut. Donc, je te laisse le mot de la fin, Jess. Ben écoutez, merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui pour ceux qui sont là. Je pense pas que notre objectif soit de devenir des youtubeurs professionnels. On n'est Ouais. pas là pour l'oseille, on n'est pas là pour faire 200 000, 300 000, 500 000 subscribers. Je pense qu'on est là surtout pour partager un groupe de niche, tu Mm. vois, des gens qui sont passionnés d'arts martiaux diverses. Parce que je pense qu'on va pas non seulement parler de MMA, on va MMA. parler de tout un tas d'arts martiaux. Et moi, pour ma part, je n'ai rien contre tous les arts martiaux, voire même traditionnels. Je suis justement un amoureux de tous les arts martiaux, donc je ne suis pas dans cette bagarre et tout ce qui s'ensuit. Pour notre première vidéo, on s'est présenté. On a mis peut-être 15 minutes à nous présenter, donc ce qui a rendu peut-être pour certaines personnes pas ça nécessairement intéressant, en tous les cas ceux qui nous connaissent. Mais pour ce qui est des prochaines vidéos, on ira directement
dans de votre l'art but. à Ouais. parler de ce qu'on avait parlé, exactement. Et donc, on va prendre des sujets comme ça, et donc on en parlera, je ne sais pas combien de temps qu'on a fait, mais environ 40 minutes, avec encore une fois nos anecdotes personnelles. Comme je l'ai déjà dit, je parlerai aussi des films sur lesquels j'ai travaillé, et parler un petit peu de la cascade, de ces choses-là. Donc voilà, moi tout ce que je peux vous souhaiter, hein, avant tout, merci Yacine pour Merci à toi, Jess, avoir aussi. pris le temps de faire ça. Et je vous Merci à souhaite à toi. tous de bonnes fêtes de De fin fin d'année. d'année. Et bouffez bien, Ouais, prenez le voilà. temps, prenez du plaisir. Prenez le temps, prenez du plaisir, restez en famille, profitez. Et on va se revoir en 2023. De toute façon, cet épisode-là, on le laisse sur YouTube. Et on attend vos commentaires et on attend aussi vos messages sur Instagram. On est disponible, on peut discuter. Et comme il a dit Jess, notre but à nous, c'est une niche, c'est d'essayer de faire une communauté et d'essayer d'expliquer ce qu'on peut avec les mots qu'on peut, notre expérience, etc. En toute humilité, bien sûr. Et encore une fois, le mieux, si vous avez des questions, c'est de les mettre en commentaire. C'est ça le plus Ou important. alors, si vous venez sur nos pages Instagram, c'est aussi de les mettre dans les commentaires. Comme ça, si on vous répond, on peut montrer à d'autres personnes la réponse qui vont poser la même question. Moi, Mm. répondre à 50 questions dans mes messages privés qui généralement sont très spécifiques, où il faut que je prenne énormément de temps, il faut que je me répète, je n'ai pas réellement de temps. Je suis plus prêt à les faire dans les commentaires sur mon Instagram. Comme ça, si quelqu'un me pose la même question, je peux le taguer dessus. Mais en tous les cas, si vous posez vos questions ici, en dessous de la vidéo, on pourra y répondre la prochaine fois. Très bien. Bah, merci Jess. Et puis bah, je te dis à très vite. Passe de bonnes fêtes et bonne année à toi d'avance, mon pote. Et joyeux Noël. Allez, ciao à toi et à tout le monde. À la Ciao, ciao. prochaine. Ciao, ciao.